Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Bienvenue à Matin les Politiques, un autre numéro pour votre plaisir. Vous le savez, ce rendez-vous de décryptage et d'analyse des faits marquants de l'actualité nationale, et c'est avec un invité. Il s'est donc montré disponible pour être avec nous à la faveur de cette émission sur Matin Libre Télévision. Il a nom, bien évidemment, Habib Isaac Agaï. Il est membre du parti Bloc républicain. Il est donc acteur politique, chroniqueur et analyste politique aussi. Habib Isaac Agaï, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour aux amis internautes. Merci pour la disponibilité. Merci, c'est moi. Voilà. Avant de pouvoir aborder un certain nombre de sujets retenus pour être évoqués avec vous, déjà, on vous connaissait en tant que membre du parti FCDB. Aujourd'hui, vous êtes membre et militant actif du parti Bloc républicain. Pourquoi cette mue? Bon, il faut dire, je suis d'abord très fidèle dans mes principes, en idéologie, dans tout ce que j'entreprends dans la vie. J'ai été fidèle au parti Foscori pour le développement du Bénin jusqu'aux désactivations du parti par, je crois, la Sénat, parce que le parti aujourd'hui n'existe plus. Vu cela, j'ai fait le choix du Bloc républicain pour 2 ou 3 raisons environ. D'abord, une raison naturelle, je suis CCC, je fus CCC, coordonnateur communal de campagne en 2015 pour l'avènement du président Patrice Talon. Donc, c'est le parti naturel des CCC, pour la première raison. La deuxième raison, c'est les valeurs du Bloc républicain, son projet de société, l'idéal du parti. Et la troisième raison, c'est le président du parti que je connais très bien pour son leadership politique, parce que je fus ça fait quelques décennies, en 2011, membre de l'Alliance pour un Bénin triomphant. Du coup, tout ceci réuni, je me retrouverais mieux au sein du parti Bloc républicain et pour militer par rapport aux valeurs, aux engagements du Bloc républicain, au projet du Bloc républicain, au milieu des miens en tant que CCC et sous le leadership éclairé du président pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Très bien. Est-ce que c'est parce que ce parti met au devant de la scène les jeunes que vous y êtes allés, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'étiquettes qui sont attribuées à tort et à travers à ce parti. Il y a beaucoup plus donc de nos frères du Nord qui se retrouvent dans ce parti. Voilà. Pourquoi les frères du Nord? Il y a des Béninois de partout qui sont au Bloc républicain. Oui, tout à fait. Le Bloc républicain, c'est d'abord, pour avoir choisi, c'est d'abord un parti des jeunes. Oui. C'est un parti des femmes. Pour que je rappelle, dans les statuts du Bloc républicain, il y a un quota qui est réservé aux jeunes et aux femmes. 30% pour les jeunes, 30% pour les femmes sur les listes. Du coup, quand vous adhérez au Bloc républicain, je vous invite d'ailleurs à venir au Bloc républicain. Je ne suis pas politique, je suis journaliste. Moi. Mais vous êtes béninois, vous êtes citoyen. Donc, un citoyen, même pas encore acteur politique. Donc, je ne vous invite pas en tant qu'acteur, mais au Bloc républicain, il y a des jeunes de partout, il y a des hommes de partout, des femmes de partout. Et je fais un clin d'œil à nos organisations de masse, la l'OJBR, l'organisation pour la jeunesse du Bloc républicain, et l'organisation de masse des femmes qui est l'OFR. Donc, du coup, le Bloc républicain est un parti, je dirais même le parti pratiquement le plus structuré sur l'échiquier politique national, qui est très ancré, et c'est le parti aujourd'hui qui a une forte représentativité à l'intérieur du pays. Quand vous dites le plus structuré, vous savez, la première force politique actuellement du Bénin, c'est bien l'Union progressiste. Le renouveau, pour certains observateurs, c'est le parti le plus structuré. Ce n'est pas l'électorat, ou bien ce n'est pas le résultat de l'électorat au thème des élections qui font la structuration d'un parti politique. Moi, je vais au-delà. Je parle de l'ancrage politique, la couverture nationale, la représentativité locale. Je parle d'un certain nombre de choses. Moi, je vais bien au-delà. Mais le Bloc républicain n'est pas réduit au résultat que vous avez eu la dernière fois. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Ce débat, si vous le voulez, vous m'invitez, et puis pour un plateau spécial, on va le faire ici. Très bien, voilà. En tout cas, j'espère que l'invitation viendra, et effectivement, c'est tout de même un aspect très intéressant et qu'on pourrait bien creuser. Et donc, la jeunesse, puisqu'on en parle, la jeunesse républicaine, comment elle se porte aujourd'hui? Elle se porte comme un charme, elle travaille, elle affûte ses âmes, elle s'organise, elle se mobilise, elle se remobilise, elle reste sereine, elle travaille aujourd'hui pour les objectifs de 2026. On a tendance à penser qu'elle est orpheline depuis que
le président donc, de cette organisation qui coiffe la jeunesse a été nommé ambassadeur. Je vais faire une clarification. Je ne suis pas sur ce plateau pour représenter l'OJBR. Ça, c'est vrai. D'une part, et de deux, je crois qu'il serait mieux qu'il parle en son. Mais néanmoins, en tant que militant, je vais vous donner mon point de vue sur la question. L'OJBR, elle n'est pas orpheline. C'est toute une organisation. Le président Bida, c'est vrai, son Excellence, le président Bida, l'ambassadeur du Bénin, je crois, n'a pas laissé l'OJBR, cette organisation orpheline. Malgré qu'il soit là-bas, qu'il travaille pour le pays, chaque fois qu'il est là, il ne sait pas, il n'aménage pas, il aménage tous ses efforts pour pouvoir mettre de son temps au sujet, au profit de l'OJBR. Même quand il n'est pas là, il y a toute une organisation, c'est tout un fonctionnement. Ça fait partie des structures décentralisées du parti qui fonctionnent. Donc nous n'avons pas à penser que parce qu'il n'est pas là, les structures ne fonctionnent pas. C'est au niveau national, au niveau départemental, au niveau communal, il y a des points focaux. Des gens travaillent, des jeunes travaillent, ils s'organisent, ils affûtent leurs âmes. Et aujourd'hui, beaucoup plus que jamais, ils sont sur le terrain. Vous n'êtes pas sans savoir que les 2 dernières semaines, il y a eu une forte mobilisation au sein de la jeunesse du bloc républicain, et ça va continuer parce que c'est tout un programme national qui est mis en place pour ça. Très bien. Et pour ces quelques mois déjà que vous avez fait quand même au niveau de ce parti politique, quel regard portez-vous sur le militantisme, surtout au sein de la jeunesse? Le militantisme est progressiste, donc il faut travailler tous les jours à militer, à former, à éduquer, parce qu'aujourd'hui, vous savez, la politique n'est pas statique, elle est mouvante. Il faut travailler à s'actualiser, à savoir écouter, à savoir lire, à savoir observer, à savoir poser les pas là où il faut poser les pas. Surtout la fidélité et la loyauté compte non seulement aux structures du parti, aux leaders du parti, je veux parler des grands camarades qui sont à la tête des structures, et à la discipline, parce que c'est une chose très très importante en politique. Quand on a fait du parcours, on a appris aux côtés des aînés, la discipline compte beaucoup en politique, et la discipline implique la loyauté, la fidélité, le respect des valeurs du parti politique. Et c'est ce que le bloc républicain s'évertue à travers ces structures décentralisées à enseigner à la jeunesse et globalement à tous ses militants. Très bien, vous revenez tout de même sur des valeurs très importantes. Je voudrais donc m'appesantir sur la fidélité et la loyauté, deux valeurs, on pourrait dire qui se ressemblent un peu, mais à des nuances près. Déjà, la fidélité en politique, ce n'est pas la chose gardée ou ce n'est pas la chose la mieux partagée par les jeunes. Parce que très souvent, les jeunes politiques surfent sur donc, de l'intérêt, sur de l'opportunité et donc des mouvements qui s'opèrent. La fidélité, ce n'est toujours pas ce qui est observé. Relativement, les deux se ressemblent, mais l'un dans l'autre, ça découle d'abord de la conviction. Très bien. Quand vous n'avez pas une forte conviction en politique et que vous vous retrouvez là par hasard, vous irez par moment à gauche et par moment à droite. Donc, il faut d'abord s'identifier soi-même et dire, est-ce que je suis convaincu de mon adhésion à telle entité politique? Oui, au bloc républicain, puisque c'est de ça qu'il est question. Donc, le bloc républicain étant un parti politique organisé, quand vous n'avez pas cette conviction et vous venez, à un moment donné, vous allez commencer par faire du tâtonnement. Forcément, parce que c'est d'abord un parti de conviction. Quand vous avez de la conviction, vous êtes patient. Vous êtes respectueux des tests de l'organisation qui est mise en place. D'accord? Quand vous avez de la conviction, vous écoutez et vous vous exprimez selon l'ordre qui est mis en place. Vous ne dessinez pas votre propre ordre. Donc, ça a rapport carrément avec la fidélité. Ça, c'est ma lecture de la chose. Ouais. La loyauté au parti, c'est le respect fondamental. Quand vous êtes loyal au parti, vous respectez les valeurs. Valeurs morales, valeurs politiques, éthiques et tout le reste. Donc, pour moi, quand je parle de loyauté, de la fidélité et de la loyauté, c'est ce que j'ai compris en venant au bloc républicain. Très bien. Il y a tout de même, est-ce que parfois la fidélité et la loyauté ne font pas, ou du moins ne sont pas l'épreuve
d'un certain nombre de contingences quand on sait qu'il y a peut-être une récompense qu'on attend, une reconnaissance qu'on attend qui ne vient pas parce qu'on a mouillé le maillot. Ce serait naïf de penser que justement on est engagé politiquement sans attendre quelque chose. Et donc, quand ça n'arrive pas, est-ce que la fidélité et la loyauté ne sont pas mises à l'épreuve? Venir en politique, c'est accepter d'aller à une école. Une école de vie comme ailleurs, mais une école politique ici. Et quand vous avez fait votre parcours, vous êtes bien formé en politique, ça finit toujours par arriver. Quand ce n'est pas votre temps aujourd'hui, ça sera demain ou après-demain, chacun finira toujours par avoir son temps à lui. C'est vrai, on vient en politique. Le plus tardivement possible? Le plus tardivement possible. Il est mieux de penser le plus tardivement possible. Mais quand vous venez en politique avec des valeurs, en tant qu'un leadership, il vaut mieux ne plus attendre ce que le parti fera pour vous. Quand vous avez des compétences, il faut les mettre directement au service du parti politique dans lequel vous êtes. Puisqu'il s'agit du bloc républicain, donc il faut les mettre au service du bloc républicain si vous êtes jeune. Et puisque je m'adresse là, et je n'ai de leçon à donner à qui que ce soit, mais nous sommes dans une émission. Il faut que la jeunesse, le jeune qui vient au bloc républicain, met ses talents politiques au service du parti. Mais quand c'est comme ça, et vous débarquez tout de suite, on vous identifie forcément. C'est dans toutes les structures politiques en général. Et quand on vous identifie, naturellement, vous allez commencer par gravir les échelons. Donc, du coup, ne venez pas les bras croisés pour dire « je suis déjà militant, qu'est-ce que le parti fera pour moi ?» Le parti doit fonctionner. Le parti recherche des ouvriers à tous les niveaux. Donc, mettez vos compétences au service, quel que soit là où vous vous situez, et vous allez vous retrouver émerger plus tard. Très bien. Et pour un jeune acteur politique, ce n'est pas que vous n'êtes pas si jeune. Habib Isaac Agaï est dans la politique, mais permettez que je le dise, mais le jeune militant du Parti Bloc Républicain, face aux enjeux de 2026, les élections générales pointent à l'horizon. Ce sont donc des rendez-vous importants pour notre pays, le Bénin. Quels sont les enjeux les plus importants pour la jeunesse militante politique? La jeunesse doit d'abord se faire identifier au sein de son organisation politique. Là, je parle en généralité. Tout à fait. Maintenant, je voudrais m'adresser à la jeunesse du bloc républicain. Là, elle doit pouvoir se faire identifier. Faire taire en son sein les ambitions démesurées. Quand je parle de démesurées, il faudrait pas, parce que j'estime pour moi, avec les défis qui sont là à être relevés, je suis plus important que les autres. L'ordre. C'est important de respecter l'ordre, la cohésion. En fait, quand vous dites l'ordre, c'est l'ordre d'arrivée ou l'ordre d'adhésion, c'est quoi? L'ordre établi par le parti politique, le fonctionnement. Quand on est dans une coordination, il y a des règles, il y a des méthodes qui sont établies directement depuis le bureau exécutif national. Il y a des activités. Il faut respecter tout ce qui est demandé. Il ne faut pas penser en politique autour de soi. C'est vrai, il peut y en avoir plus intelligents que les autres, mais développer une route parallèle, une stratégie parallèle à la stratégie du parti. Donc, par rapport au défi de 2026, la jeunesse doit être organisée, disciplinée et suivre le mouvement établi par le parti pour l'atteinte des objectifs. Et sur ce, c'est seulement les jeunes, pas les jeunes, que ces objectifs peuvent être atteints. Et pourquoi? Oui, parce qu'ils sont non seulement ils sont les plus jeunes, mais ils représentent les bras armés du parti politique, les jeunes, les femmes. Donc, ces objectifs ne peuvent pas être atteints s'il n'y a pas de discipline. Donc, dans le désordre et l'anarchie, on ne réussit rien de bon. Et réussir ensemble avec eux, c'est d'abord réussir pour eux. Dans les valeurs du bloc républicain, il y a une phrase qui me revient. Le bloc républicain, c'est d'abord vous, vos enfants, votre jeunesse, notre jeunesse, pour atteindre nos objectifs, vos problèmes. Donc, là, j'ai essayé de résumer la phrase comme ça, je ne l'ai pas exactement en tête. Donc, le jeune, le militant doit savoir que le bloc républicain travaille d'abord pour le Béninois. Le Béninois, c'est qui? C'est vous, c'est la jeunesse, c'est les femmes, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Donc, du coup, quand je travaille d'abord pour moi, pour mes enfants, pour mon pays. Le sens
du patriotisme est en train d'être ressorti à travers cette citation, cette phrase que je viens de citer, sans l'avoir explicité. Donc, du coup, le Bloc républicain appelle au patriotisme, à l'amour du Bénin. Donc, le jeune aujourd'hui doit se dire, nous aimons le Bénin, nous devons travailler à ce que les choses se passent bien pour que le Bloc républicain, par rapport aux enjeux de 2026, puisse atteindre ses objectifs. Et les objectifs de 2026 pour le Bloc républicain, c'est réussir et passer en prio par rapport à toutes les élections qui arrivent. Très bien, mais n'oubliez pas que le Bloc républicain a des normes. Des normes barrières, parce que le code électoral est là, parce qu'il y a l'opposition également, les forces politiques de l'opposition qui sont là, et également il y a d'autres paramètres. Est-ce que le Parti Bloc républicain est prêt pour pouvoir relever les défis de ces élections générales? Je voudrais rectifier, le Bloc républicain n'a pas de barrière. Ah bon? Non, le Bloc républicain n'a pas de barrière. Le Bloc républicain est un très grand... le Bloc républicain est un grand parti. 20% de chaque circonscription, vous pouvez le faire seul. Nous travaillons à pouvoir relever ce défi. Donc, du coup, pour nous, il n'y a pas d'obstacle. Ce n'est que par le fruit du travail qu'on peut réussir à relever ce défi. Ah bon, questionnons donc le passé. Le passé, vous n'avez pas pu avoir des performances comme ça? Nous ne sommes pas dans le passé. Nous évoluons. Pourquoi vous retournez au passé? Le Bloc républicain, c'est un parti d'avenir. Nous regardons, c'est l'avenir qui nous intéresse. Nous ne sommes pas un petit parti. Nous travaillons, nous sommes sur le terrain. Et il y a le défi du code électoral qui a été voté pour la sécurisation des réformes. Nous allons relever ce défi puisque nous sommes comptables de ce code électoral que nous avons voté. Donc nous sommes conscients qu'il faut travailler, et tout parti qui serait sur le terrain, qui aurait travaillé avec tous les mécanismes qui ont été mis en place par ce code électoral, doit pouvoir passer avec brio, que seul par le travail que ce défi soit relevé. Est-ce que vous savez que pour que ce défi soit relevé, il faut l'unité? Mais ce n'est pas l'une des choses qu'on retrouve au sein du Bloc républicain actuellement. Qu'est-ce que vous fait dire ça? Ah ben vous avez écrit par rapport à ce qui s'est passé à Parakou. Il y a bien de choses également. Ce que j'ai écrit, moi je n'ai pas écrit sur l'affaire Akpona. Je sais. Vous avez écrit je fais des chroniques pour le Bloc républicain. Je ne suis pas journaliste. Je fais des chroniques pour le Bloc républicain en tant que cadre militant au sein du Bloc républicain. Vous avez appelé à l'unité? J'ai appelé à l'unité comme... Parce qu'il y a eu des frictions. Non, j'ai appelé à l'unité. Si vous me lisez, je crois en 3-4 mois, j'ai déjà écrit, je crois, en 2-3-4 mois, oui, 4 mois déjà, ça fait déjà environ au moins 170 tests que moi j'ai déjà répondu. J'appelle à l'unité tous les jours. Mais écoutez, dans tous les partis politiques, il y a des petits problèmes, des guerres de leadership, il y a des frustrations, il y a, pour des intérêts, des calculs politiques. C'est normal. Ce qui se passe à Parakou n'a rien à voir, n'a rien d'extraordinaire. Et qu'est-ce qui se passe à Parakou d'ailleurs? C'est vrai, il y a un communiqué qui a circulé sur lequel j'ai surfé pour recadrer un peu le débat. L'intéressé dont il est question, c'est le ministre, l'ancien ministre Adambi. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a fait une sortie le week-end dernier avec l'honorable Charles Tokor. Mais il a été aussi véhiculé, enfin raconté qu'il a fait assister à une certaine réunion. Mais ma préoccupation dans ce dossier, pour avoir fait écrit cette chronique, c'est le ministre Adambi n'est pas radié du parti. Il a juste été suspendu des instances du parti. Ben, bureau exécutif national, bureau politique, coordination, à tout ce qui est instance du parti. Mais il reste et il demeure un militant. Et en tant que tel, il a le droit et le devoir politique, militant, partisan, de pouvoir militer pour le parti, travailler à l'enracinement du parti, à la visibilité du parti, sans pouvoir interférer dans les instances de décision du parti. C'est juste une clarification que moi j'ai voulu faire. Parce que, vous savez, dans la tête et la conscience des gens, c'est comme hier soir, il y a quelqu'un qui m'appelait pour voir la nuance. J'ai essayé de lui expliquer. Et je lui ai dit, pour être plus en paix, de prendre un dictionnaire et de voir beaucoup plus dedans. Il y a une confusion qui se fait dans la tête des gens. C'est comme s'il a été radié. Non, il n'a pas été radié. Il reste et il demeure militant. Et sur ce, il doit pouvoir travailler. De deux, on me dira qu'il a assisté à une réunion. Oui, il n'a pas pris. Ce n'est pas lui qui a organisé la réunion. On l'a invité en tant que militant. Il est venu, il a écouté.
Est-ce que les instances du parti qui l'ont invité, il n'a pas assisté à une réunion d'instances du parti? Il a peut-être certains grands camarades qui l'ont invité à assister à une réunion. Mais je comprends la frustration qu'il y a. Parce que Adambi est un animal politique. Hassan Akabi est énorme en politique. Sérieusement? Donc, oui, je pense que... Mais Adambi, c'est vrai qu'il est le seul du parti à être élu dans sa circonscription électorale. Non seulement ça, mais il a travaillé au maillage, à la sécurisation, à l'ancrage territorial du Bloc républicain. Mais c'est aussi un pilier du Bloc républicain parce qu'il était là à la création du Bloc républicain. Donc, du coup, il a reçu un coup certainement, par suspension des instances du parti. Il y a eu des ambitions certainement qui ont commencé par se lever. Mais par sa sortie du week-end dernier, quand le lion rugit au sein de la forêt, même dans les tanières des grands félins, ça trécit là-bas. Donc du coup, les gens... Et donc c'est ce qui s'est passé. Moi, je pense que c'est ce qui s'est passé, c'est politique et ça participe de la vitalité interne du parti. Du coup, il n'y a rien de grave. C'est le Bloc républicain qui gagne à travers cette diversité de prise de parole, de position. Mais je pense que cela se passe dans tous les états-majors du parti politique. Regardez un peu l'actualité au sein du pays, nous serons calmés. Les grands camarades, les responsables seront calmés. Est-ce qu'on pourra dire que la compétition a déjà démarré véritablement dans la 8e circonscription électorale? Vous savez, c'est dans cette circonscription électorale qu'on a entendu l'ancien ministre Paulin Akpona. C'est dans cette circonscription qu'on voit le ministre conseiller Rachid Badamassi, Seydou Adambi et bien d'autres. Est-ce que la compétition a déjà commencé avant même la compétition? Nous sommes dans une année charnière. 2025 et c'est l'année qui passe avant 2026. Donc du coup, la compétition a commencé. Game is over. Le jeu est ouvert. Donc les uns et les autres, tout le monde travaille aujourd'hui à l'enracinement du parti, à la sécurisation des militants, à la formation des militants, à la remobilisation. Du coup, il y aura des ambitions. Les ambitions étaient là, certainement depuis, pour ceux qui n'ont pas réussi à se faire élire la dernière fois, ou ceux qui aujourd'hui pensent qu'ils sont légitimement candidats à la candidature. Et tout ça, c'est de la politique. Ça fait partie de la vitalité interne du parti. Et c'est très beau quand moi je regarde tout ça de loin. Très bien. Est-ce que la réussite du parti Bloc républicain aux prochaines échéances électorales passera par le positionnement des jeunes, de beaucoup de jeunes, ou comment vous le voyez? Le Bloc républicain, dans ses tests, dans ses statuts, a prévu un quota de 30% pour les jeunes, un quota de 30% pour les femmes. Je crois que ça ne peut être que cela. Ça ne peut pas en être autrement. Donc le Bloc républicain, c'est un parti de jeunes, c'est un parti de femmes. Le bloc républicain ne peut pas réussir sans la jeunesse. Le Bloc républicain ne peut pas réussir sans les femmes. Donc du coup, je dirais oui à votre question. Oui. Il a fallu qu'il y ait quand même cette discrimination positive dans la Constitution pour qu'on constate ce regain au niveau des partis politiques. Oui, forcément. Oui, forcément, en faveur des femmes. Mais moi, je pense quand même que aujourd'hui, donner aussi du poids à la jeunesse. Il ne faut pas seulement penser aux femmes, il faut penser aux femmes et aux jeunes. Donc, je mets l'un dans l'autre. Pour moi, c'est que le tout pour le Bloc républicain compte beaucoup. Autant les jeunes comptent pour le Bloc républicain, autant la femme compte pour le Bloc républicain. C'est pour cela même le Bloc républicain a deux organisations de masse, le JBR et le FR. Très bien. Nous sommes à quelques jours de la célébration de la fête nationale du Bénin, 65 ans. Donc, après le Bénin indépendant, comment le voyez-vous? Le Bénin progresse. Le Bénin se développe. Le Bénin s'embellit. Le Bénin se repositionne. Et beaucoup plus, le Bénin brille. Et le Bénin s'est révélé. Surtout ces 10 dernières années. 65 ans après, je suis fier d'être béninois. Et parce que vous ne l'étiez pas avant 2016? Parce que je l'étais avant 2016. Mais aujourd'hui, j'ai une identité. J'ai une référence. Avant, vous n'aviez pas l'identité? L'identité était béninoise. Aujourd'hui, l'identité est culturelle, l'identité est politique. Avec l'assainissement, les réformes structurelles, l'identité aujourd'hui est culturelle. Avec la valorisation de la culture béninoise, aujourd'hui, nous avons un nom. Avec nos valeurs
qui sont aujourd'hui promus à travers le monde. Aujourd'hui, j'ai une identité touristique aujourd'hui, avec l'effort que le président de la République a eu à faire, le travail qu'il a eu à faire en renvoyant aussi nos biens culturels, je veux dire touristiques de la France, pratiquement de cette manne pour notre tourisme. Et aujourd'hui, à tous les niveaux, je suis fier d'être béninois aujourd'hui parce que j'ai une identité industrielle. Quand vous rentrez, je suis fier de dire aujourd'hui au Bénin, il y a une zone industrielle. Je suis fier aujourd'hui de parler de mon pays, de vendre mon pays à l'extérieur. Je suis fier aujourd'hui de dire aux amis, venez, on va faire du tourisme au Bénin. Il y a tellement, venez, on va se promener au Bénin. Donc du coup, j'ai une identité aujourd'hui et cette identité me dit, je suis fier d'être béninois et pour moi c'est une fierté. Quelles étaient justement les existants sur lesquels tout ce qui s'est passé après 2016 se sont donc appuyés pour qu'il y ait véritablement ce que vous dites ce matin? Je n'ai pas compris la question. C'est-à-dire avant 2016, il y a eu des existants, il y a des choses, des piliers sur lesquels justement donc la rupture s'est basée pour pouvoir peut-être apporter sa plus-value. Quels étaient justement ces atouts qui existaient avant 2016? Les atouts avant 2016, ce n'est pas important. Ah, c'est important, on parle de 65 ans d'indépendance. Moi, je pense que... La rupture n'est que... on parle de 10 ans dans 65 ans. Il y a eu des réformes sur l'existant. C'est de ces réformes qu'il faudrait que moi qui m'intéresse. Ah, parce que pour vous, le passé, c'est à gommer. Non. Mais c'est ce que vous dites. Parce que pour vous, 55 ans avant, ça ne vous intéresse pas. Ça m'intéresse. Les 10 ans. Ça m'intéresse dans la mesure où ces 55 ans n'ont pas été toujours tout roses. Et maintenant, je veux parler de ce qui... Parce que les 10 ans ont été tout roses. Non, mais les 10 ans n'ont pas été, comme je le dis, n'ont pas été parfaitement parfaits. Mais les 10 ans aujourd'hui ont permis quand même aux Béninois d'avoir une identité, d'avoir une fierté béninoise. Les 65 ans ne se résument pas aux 10 ans. Vous voulez qu'on parle de quoi? Des coups d'État, des années de coups d'État? Vous voulez qu'on parle de, comment le dirait le président de la République, de notre passé honteux? Moi, parce que c'était un passé honteux, il n'y a rien qui soit bénéfique pour le pays dans les 55 avant. Moi, je voudrais parler des réformes sur lesquelles, vous voulez, on va prendre point par point, mais on va prendre des réformes point par point et évaluer l'existant avant les réformes. Mais je le dis comme ça, je trouve moi j'ai un problème avec ça. Pour moi c'est derrière et je jouis intellectuellement aujourd'hui par rapport aux 10 dernières années, par rapport à la fierté béninoise, par rapport à tout ce que nous avons à vendre. Et c'est ce sur quoi moi je me focalise pour pouvoir communiquer aujourd'hui, pour pouvoir parler du Bénin, pour pouvoir vendre le Bénin. Puisque les 10 ans vous intéressent, les 10 dernières années vous intéressent, quelles sont les faiblesses de cette gouvernance? Les faiblesses de gouvernance, je ne sais pas, mais je parlerai plutôt des faiblesses d'une seule réforme. Parce que tout n'est pas parfaitement parfait. Il faut relire la loi sur le code, pas sur le code, sur l'emploi. La loi sur l'embauche. La loi sur l'embauche. C'est une bonne loi. J'ai fait une chronique sur ça, mais il faut relire cette loi. Cette loi a beaucoup de faiblesses. Et quelles sont les faiblesses? Non seulement elle affaiblit les chefs d'entreprise à quelques points près, affaiblit aussi les employés. Les faiblesses de cette loi, vous voyez aujourd'hui... À qui profite la loi sur l'embauche? À la loi elle-même. Donc il faudrait... pas du tout, il y a des hommes. Soit les employeurs, soit les employés à qui profitent. Moi, je ne voudrais pas pointer du doigt, mais je pense qu'il... Parce que vous parlez des faiblesses, il faut relire, il faut pouvoir partir de ce que vous observez. Les Béninois aujourd'hui sont traités dans les entreprises comme des... C'est ça ou rien. Je le dirais juste comme ça. C'est ça ou rien. Or, l'employé a une identité. L'employé quand même a des droits aussi juridiques, a des droits. L'employé a un statut juridique, je veux dire. Donc, du coup, cette loi protège trop l'employeur. Et encore affaibli, l'employeur a des niveaux donnés. Du coup, vous savez, vous êtes chef d'entreprise, pour vos fantasmes, pour votre instabilité, votre employeur peut déposer une démission du jour au lendemain et disparaître. Vous allez vous dire, oui, d'accord. Pourtant, il part avec tous les secrets de l'entreprise. Ça fait... Je suis chef d'entreprise, même s'il y avait des difficultés qu'on a aujourd'hui, on comprend. Mais néanmoins, ça ne peut pas rester toujours comme ça. Donc aujourd'hui, il faut recadrer l'identité juridique du béninois
au sein de son entreprise, au sein de l'entreprise qui l'utilise. Donc, il faut forcément relire cette loi. Ce n'est pas le président de la République qui vote les lois au Parlement, donc c'est les députés. C'est eux qui nous ont mis cette loi-là sur la table. En fait, c'est si facile hein, de s'en prendre aux députés pendant que c'est des projets de loi qui y vont. Les bureaux... Bon, écoutez... Quand on parle de projet de loi, c'est l'exécutif. Quand on parle je ne veux pas dire des choses comme des autres. Dieu seul sait que j'ai beaucoup d'amis parmi eux. Mais néanmoins, il faut qu'on évite quand même de dire certaines choses. C'est pour se dire quoi? Les bureaux du président de la République ne sont pas au Parlement. Hein. Même quand les textes de loi arrivent, vous devez avoir du truc pour pouvoir travailler sur ça. Les textes, personne n'a jamais dit que les textes de loi arrivent avec des instructions. On vous demande de travailler, de lire et de légiférer pour les Béninois. Ah, vous n'en savez rien. Il peut y avoir des instructions. Et souvent, il y a des instructions. Ne parlez pas comme les autres. Donc, du coup, il faut relire cette loi. Cette loi fait partie des faiblesses de cette gouvernance-là. Très bien. Et c'est la seule loi que vous voyez? C'est la seule loi que moi je vois. À part ça, il n'y a rien. C'est le militant républicain qui parle ou le militant républicain ne dirait pas. Le militant républicain, sous l'ordre dans lequel les gens voient d'habitude militants républicains, c'est pour dire quoi? Au niveau du bloc républicain, nous ne sommes pas des godiots. Nous avons une tête pour réfléchir, nous analysons, nous objectivons. Donc, je le dis parce que je crois et je suis libre de m'exprimer. Voyez un peu. Donc, je dis au sein, étant militant bloc républicain, moi, c'est la seule faiblesse que je vois. Mais un autre militant va venir et il va dire le contraire. Donc, il y a la pluralité du débat. Ça fait partie de la dynamique interne du parti, de la vitalité interne du parti par rapport aux prises de parole, par rapport à la liberté d'expression. J'en appelle à la conscience du président de l'Assemblée nationale à pouvoir travailler, tous les députés à pouvoir travailler, à corriger cette loi-là. Parce qu'il y a un véritable problème, le président de la République ne peut pas partir avec cette tache noire sur sa gouvernance. Le code du numérique, ça ne vous intéresse pas? Le code du numérique, moi je pense qu'il faut... le code de main n'a pas de problème, mais au contraire, on peut la parfaire. On peut le parfaire. Le code de numérique, je veux parler de cette loi, on peut quand même la parfaire, travailler à sa perfection. Donc, il faut le lire et voir là où il faut corser et voir là où il faut alléger. Très bien. Et pour finir, déjà, Patrice Talon, c'est sa dernière fête nationale en tant que président de la République? Oui, avec beaucoup de regrets parce que moi, je pense que je ne sais pas sa dernière fête nationale, mais c'est sa dernière fête nationale en tant que chef de l'État. Je peux que Dieu lui donne la santé, mais ça avait beaucoup de regrets parce que cet homme a beaucoup travaillé pour le Bénin. Il a œuvré à révéler le Bénin et ça avait beaucoup de regrets. J'estime que je prie pour que celui qui viendra, que celui-là ait suffisamment de la matière, de la hauteur, pour poursuivre tout ce qui a été engagé depuis 2016. Et celui-là, c'est dans le bloc républicain? C'est dans le bloc républicain. Celui dont vous parlez? Il est dans le bloc républicain. Au bloc républicain, nous avons de la matière, nous avons des hommes très très intelligents, compétents, nous avons des cadres assez compétents. Qui peut succéder à Patrice Talon au sein du bloc républicain? Vous savez, ce n'est pas l'homme qui fait ce que Patrice Talon fait, c'est le projet. Vous avez dit que la personne est... C'est le projet de société. Il y a des hommes suffisamment outillés pour conduire le projet de société du bloc républicain. Qui sont-ils? Vous saurez, je n'en sais rien du tout. Très bien. Voilà, merci beaucoup à vous, Habib Isaac Agaï, membre du parti Bloc républicain. Avant de vous laisser partir, 30 secondes pour le mot de fin. Je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez. Je voudrais remercier le président de la République pour sa vitalité, son dynamisme au sommet de l'État. Les visites du terrain, marcher dans les rues de Porte-Novo, ici et là, partout où besoin sera. Je voudrais également remercier son Excellence le ministre d'État, Abdoulaye Biyo Tchane, président de mon parti, pour son engagement auprès du président de la République, pour sa présence constante aussi sur les terrains, pour la coordination qu'il fait au sein du gouvernement. Et je voudrais pas finir sans remercier la Première Dame qui est aux côtés du président de la République, certainement pour le conseiller au milieu de cette nuit blanche.
Je vous remercie tous les internautes pour nous avoir suivis. Très bien. Merci beaucoup à vous d'avoir été là, Habib Isaac Agaï. Mesdames et messieurs, c'est fini pour ce numéro de Matin Libre Politique. On va se retrouver très incessamment pour un autre numéro. D'ici à là, portez-vous bien. Agréable suite sur Matin Libre Télévision.